On va accueillir le docteur Dominique Tabu, qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui. Il y a quelques jours, c'est du tout frais, elle a coordonné à Paris le premier congrès international Brain Lever, où on sait qu'il y a une interaction qui est forte entre l'état cérébral des gens et l'état hépatique, en particulier sur les cirrhoses. On connaît tous les encéphalopathies, les comas, etc. Et ça fait plusieurs années que ont été décrits dans la littérature, mais qu'on le rapporte aussi, nous, dans le quotidien, dans l'accompagnement des patients cirrhotiques, des ralentissements psychomoteurs, des troubles de l'idéation, des états peut-être trop facilement qualifiés de dépressifs, des gens qui vont avoir comme ça des inversions du cycle nictéméral, etc. Et il est hyper important parce qu'effectivement, mon mari ne dort pas la nuit, la réponse, je lui mets un somnifère et je le fais dormir de force, ben, ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc on a l'impression qu'on est aussi à l'aube dans cette épidémie de cirrhose dont on a parlé tout à l'heure. Il faut impérativement demain arriver à mieux reconnaître ces troubles psychiques et cérébraux. Et on vous remercie de votre implication et donc de nous donner des infos sur comment on pourrait développer le message vers les malades. Merci. Alors, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je suis vraiment contente parce qu'effectivement, SOS Hépatique demande des programmes d'éducation thérapeutique pour ce genre de patients. Mais alors, les malades sont très convaincus et les aidants aussi sont très convaincus du besoin. Vous êtes convaincus du besoin, mais finalement, il y a très très peu de dépistage et on connaît très très peu cette pathologie. Et on s'y intéresse pas beaucoup pour pas mal de raisons sur lesquelles je vais pas revenir, mais globalement, je vais en citer quelques-unes. Et c'est vrai que c'est une sous-spécialité un petit peu difficile à appréhender au départ. Donc ça, vous avez vu ça 100 fois aujourd'hui, je pense, donc je vais très rapidement. La cirrhose, ou F4 dans le stade de Métavir, est une maladie complètement stupide, puisque 12 millions de personnes en France sont à risque de développer une maladie chronique du foie et ensuite vont faire de la fibrose et au stade ultime, une cirrhose. Alors la fibrose, c'est la lésion alimentaire. Bien entendu, on évolue de façon pas linéaire vers la cirrhose. Il y a des gens qui ne développeront jamais de cirrhose et qui ont de la chance, et puis il y a des gens qui vont très rapidement développer une cirrhose. Toujours est-il que si on vivait 2000 ans, on serait peut-être tous là. Et donc on estime à 17 000 le nombre de décès par an en France de cirrhose. Et globalement, quand on vous dit les gens meurent de cirrhose, les gens disent toujours ils meurent de 3 choses. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'enseignais à mes étudiants. Et c'est encore vrai. Les cirrhotiques, ils font des hémorragies digestives sur cirrhose. Heureusement, on a beaucoup progressé, on sait bien les prévenir. Ils font une insuffisance hépatique, des infections, une insuffisance rénale. C'est les malades qui sont jaunes avec de l'acide. Et puis, ils développent un carcinome hépatocellulaire. Et ça, je crois que Pierre Naon vous en a pas mal parlé aujourd'hui. Voilà. Mais après, là-dedans, on ne voit jamais l'encéphalopathie hépatique. Et en fait, c'est une complication qui est complètement négligée parce qu'elle est difficile à appréhender. Les malades ne sont pas faciles, elle est fluctuante, il n'y a pas vraiment de signes cliniques qui sont pathognomoniques. Et puis finalement, le contact est difficile avec ces patients-là, avec les aidants qui généralement se plaignent beaucoup et puis on n'arrive pas à comprendre leurs plaintes. Et du coup, on a un petit peu négligé cette complication. Voilà, c'est une pathologie complètement méconnue. Et alors quand on demande à des gens comme ça, en dehors de la spécialité des hépatologues, parce que ceux-là savent bien, évidemment, qu'est-ce que c'est pour vous l'image d'un malade encéphalopathe? Et je suis contente parce que ça a été repris dans la brochure de SOS Hépatite, mais c'est exactement ça. C'est voilà, c'est un malade qui a trop bu, et puis finalement, il yoyote complètement en langage vulgaire, et puis voilà, et donc il est confus, il a de l'acide, et puis c'est le pauvre malade cirrhotique alcoolique qui fait des épisodes de confusion. Et puis du coup, personne ne se sent vraiment trop concerné par cette affection. On sait bien qu'il y a des malades qui font des épisodes d'encéphalopathie patente, qu'on appelle clinique en français, et qui vont être hospitalisés et puis qui vont sortir de l'hôpital. On va se chercher un facteur déclenchant, ils vont faire l'encéphalopathie, ils vont revenir à l'état de base et ils vont sortir. Puis c'est un petit peu ça l'idée qu'on en a. Or, en fait, c'est pas tout à fait ça. Alors, est-ce que c'est fréquent? Parce que si c'est pas très fréquent, voilà, on peut se dire c'est pas très grave. Si on estime qu'il y a 700 000 patients atteints de cirrhose en France par an, et on peut revenir sur ce chiffre, mais globalement plusieurs centaines de milliers, et 200 000 atteints de cirrhose sévère, et bien finalement, on estime qu'au moment du diagnostic de cirrhose, il y en a 10 à 14% qui ont déjà fait une encéphalopathie hépatique ou alors qui présentent une encéphalopathie hépatique, et celle-là, c'est une encéphalopathie hépatique clinique. Donc c'est finalement assez important, et ça, c'est vérifié dans tous les autres pays. Donc c'est quand même, il y en a des malades qui sont encéphalopathes. Après, c'est une pathologie sévère, et comme je vous disais, on disait les malades, ils meurent d'hémorragie, ils meurent d'infection, mais finalement, après une première complication, quand cette complication est l'encéphalopathie hépatique, la mortalité à 1 an est très importante si on ne fait rien.
et à 5 ans encore plus importante, et c'est la complication qui est la plus grave à court terme. Alors c'est peut-être pas parce que c'est l'encéphalopathie qui tue, c'est peut-être simplement parce que ça révèle un état hépatique qui est pas bon du tout, mais en tout cas c'est une grosse alarme en fait, c'est un gros point rouge quand un malade développe une encéphalopathie. Et puis ça c'est très important, et vous l'avez un petit peu évoqué dans l'introduction, la qualité de vie des malades encéphalopathes, qu'ils aient une encéphalopathie clinique ou alors une encéphalopathie infraclinique, et c'est celle qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui et dont je vais discuter avec vous, eh bien, elle est très 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 altérée. Donc la qualité de vie des malades et des aidants. Et généralement, eh bien, finalement, ils se plaignent, mais on ne comprend pas pourquoi. On va y revenir, et puis on ne les comprend pas, et finalement, on néglige complètement leurs plaintes. Donc là, vous voyez, hein, pour commenter ça, en rouge, vous avez des patients qui sont des patients contrôle avec l'évolution de leur qualité de vie. En bleu, ceux qui ont une cirrhose mais qui n'ont pas fait d'épisode d'encéphalopathie, donc déjà ils ont une qualité de vie qui est diminuée. Et puis ceux qui ont fait un épisode d'encéphalopathie clinique, qui là ont une qualité de vie complètement diminuée. Et ça se voit sur toutes les activités de la vie quotidienne. Et puis enfin, le dernier argument, c'est qu'on a toujours entendu jusqu'à maintenant, les malades font de l'encéphalopathie, mais c'est le témoin de la gravité de leur maladie. D'ailleurs, quand on les transplante, c'est totalement parti et ils vont beaucoup mieux. Et tout ça s'efface totalement. Comme si on faisait reset, en changeant le foie, on change le cerveau. Alors en fait, ça c'est complètement faux, mais ça c'est difficile à admettre parce que on s'est vraiment trompé là-dessus. Et donc je ne vais pas vous commenter ça en détail, mais juste pour faire rapidement, c'est la réserve cognitive après transplantation en fonction du nombre de facteurs de risque avant transplantation dont l'encéphalopathie. Et clairement, les malades ne reviennent pas toujours à un état de base. Il y en a oui, et il y en a non. Et donc probablement que l'encéphalopathie laisse des séquelles qui ne sont pas réversibles, contrairement à tout ce qu'on a toujours dit jusqu'à maintenant. Et là, on est loin, 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 loin d'avoir tout compris. Donc, moi, j'ai la chance de travailler à la Pitié-Salpêtrière, et c'est un hôpital où les neurosciences sont très, très, très développées, avec beaucoup d'argent qui est mis en jeu. Il y a un institut, il y a un IHU, l'Institut du cerveau et de la moelle, que je vous ai mis là. Et comme en fait, je m'occupe d'une unité de DILI, de complications de la cirrhose, et je m'étais dit depuis longtemps, là, j'ai tout pour le faire, en fait, pour travailler sur l'encéphalopathie hépatique. Donc, c'est difficile, mais on a tout pour le faire. Et donc, avec un neurologue, puis plusieurs maintenant, eh bien, on a commencé à s'intéresser à cette pathologie il y a 3 ans. Donc, ce que je vais vous dire, c'est très frais quand même, hein. Mais on a confronté nos résultats avec d'autres équipes. Il y a 3 ou 4 équipes dans le monde qui travaillent là-dessus, vraiment. Et en fait, on a tous exactement la même impression clinique. Donc, on a créé une consultation multidisciplinaire, un groupe de recherche, et tout ça dédié à l'encéphalopathie. Alors au départ, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que l'encéphalopathie ? On a commencé à regarder dans les bouquins. Et donc les neurologues, ils aiment bien les textbooks, donc on a regardé les vieux textbooks de neurologie. Alors déjà, l'encéphalopathie elle-même, c'est jamais, jamais, jamais défini. On ne sait pas. On parle d'encéphalopathie hypercapnique, hépatique, métabolique, mitochondriale, bref. Mais le mot encéphalopathie n'est jamais défini. Alors j'ai regardé le vulgaris médical, du coup. C'était atteinte globale de l'encéphale. Bon. Et puis en anglais, ça ne fait pas beaucoup mieux, hein. Disease, damage or malfunction of the brain. Donc globalement, le cerveau ne va pas bien, mais sans plus d'explications. Et donc, je me suis dit, finalement, ça a l'air d'être un fourre-tout quand même. Alors la deuxième chose, c'est que l'encéphalopathie hépatique, elle est bien définie depuis longtemps, parce qu'il y a quand même des prédécesseurs, et notamment français, qui ont pas mal bossé là-dessus. Et donc globalement, on sait que c'est une complication neurologique, ou neuropsychologique. Et là, c'est plus compliqué d'en faire le diagnostic, hein, d'une atteinte hépatique aiguë ou chronique. Donc vous voyez qu'on a tout le champ des hépatopathies. Hein, que les troubles neurologiques vont d'une altération légère détectée uniquement par des scores spécifiques. Autant vous dire que ça va pas être diagnostiqué par le médecin en face de vous en consultation, hein, jusqu'au coma. Et donc là, on est tous à peu près d'accord que ça ne va pas. Et puis, le terrain est particulier, et ça, vous le savez très bien. Hein, vous avez entendu parler de NASH aujourd'hui, l'alcool, les virus, les maladies auto-immunes qui peuvent aussi engendrer des anomalies neurologiques. Donc, tout ça fait que ce sont des patients qui ne sont pas très faciles à étudier. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la physiopathologie, mais juste pour vous dire que jusqu'à maintenant, et on a des nouvelles pistes, le grand coupable, c'est l'ammonium, c'est l'ammoniémie. Et globalement, qu'est-ce qui se passe ? L'ammoniac, hein, c'est un produit de dégradation des composés azotés dans l'intestin. Quand on mange de la viande, les bactéries dégradent en ammoniac, qui passe dans le cycle finalement entéro-hépatique, et donc qui passe et qui doit être dégradé par le foie. Et on a un cycle de l'urée qui fonctionne très 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 bien, et tout ça est éliminé par les reins. Parfait, en urée. Le problème quand on a une cirrhose, c'est que le cycle de l'urée ne marche pas bien du tout, entre autres, hein, et donc il y a moins d'élimination par les reins. Il y a une accumulation d'ammoniac dans la circulation générale,
Et du coup, là, il y a une seule enzyme qui peut métaboliser l'ammoniac et elle est présente que dans 2 endroits. C'est la glutamine synthétase qui transforme l'ammoniac en glutamine. Et là, elle est présente dans les muscles. Il y a souvent une atrophie musculaire chez les cirrhotiques et dans le cerveau. Et globalement, tout le métabolisme de l'ammoniac est donc détourné vers le cerveau. L'ammoniac se transforme en glutamine et l'ammoniac et la glutamine sont toxiques pour le cerveau. Et parfois, avec des lésions qui sont irréversibles des neurones. Et ça, c'est pas très bien connu et c'est pas très bien dit. Et c'est assez inquiétant. Alors, globalement, maintenant, on revient à la clinique, les formes d'encéphalopathie. Donc, celle dont vous avez entendu parler, c'est l'encéphalopathie clinique. Le diagnostic est relativement facile. C'est des malades qui sont confus. Leurs aidants appellent pour qu'on les amène à l'hôpital parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils disent, ils ne savent plus où ils sont agressifs, et puis ça ne va globalement pas du tout. Ils flappent, ils ont un astérexis, et puis ils sont hospitalisés. Donc, ceux-là, on peut les laisser de côté. Parce que globalement, il y a une prise en charge qui est adéquate. Et c'est là qu'on va chercher des facteurs déclenchants, les médicaments, l'hémorragie, etc. Beaucoup plus préoccupante et probablement plus fréquente, l'encéphalopathie minimale, qui est diagnostic difficile. Et comme le diagnostic est difficile, je n'ai aucune idée de la prévalence. Enfin, je vais vous donner un petit peu d'idées, mais je n'ai pas vraiment d'idée de la prévalence. Donc quand on regarde l'évolution des choses, ça, c'est les épisodes d'encéphalopathie clinique que vous connaissez. Les malades sont hospitalisés, puis retournent chez eux, puis en refont, puis en refont. Et on oublie de dire que leur survie est diminuée, bien entendu, et qu'ils ne vont peut-être pas récupérer après la greffe. Mais ceux-là, on voit à peu près. Il y en a qui restent encéphalopathes au long cours. Donc ceux-là, on arrive très bien à les détecter, ils ne sortent jamais de l'hôpital. Ceux qui sont très, très préoccupants, c'est ceux-là. Parce que ceux-là, il y en a plein, et on ne les voit pas. Et donc moi, j'en ai des malades comme ça que je suivais depuis des années sans avoir compris. Donc c'est des malades, en fait, le seuil de détection clinique est là, et ils ont toujours des troubles en infraclinique. Donc ils se plaignent de choses que vous ne comprenez pas. Et donc globalement, c'est des consultations qui peuvent être un peu longues et un peu pénibles parce qu'on ne se comprend pas puis qu'on n'arrive pas à authentifier leurs troubles. Alors après, généralement, les aidants nous aident aussi, et puis il y a des gens qui sont plus ou moins susceptibles d'expliquer, mais ce n'est pas si simple. Et ça s'appelle l'encéphalopathie minimale. Et donc, quand on regarde la définition, c'est des altérations neuropsychologiques sans signe clinique évident d'encéphalopathie. Donc, c'est des gens qui ont un ralentissement psychomoteur, des troubles de l'attention, de la mémoire. Mais ça, c'est difficilement quantifiable quand même. Quand ils vous disent « je ne me rappelle pas bien », ou alors sa femme dit « il est distractible ». C'est des choses qui ne sont pas si simples, quoi. De la mémoire à court terme, des fonctions exécutives. Et globalement, on examine les malades et l'examen clinique est normal. Et pour faire le diagnostic, il faudrait faire des tests psychométriques qui sont la référence et qu'on ne fait absolument jamais, enfin pratiquement jamais en consultation. Quand j'ai des hépatologues, je leur demande qui fait les tests psychométriques que je vais vous montrer, puis finalement, on n'a pas du tout le temps. Moi, je les fais jamais en consultation. C'est 3/4 d'heure, 1 heure, dans une salle fermée, sans téléphone qui sonne, avec une... Enfin bon, c'est même pas... C'est illusoire complètement. Du coup, c'est quand même embêtant parce que, comme je vous l'ai dit, la qualité de vie de ces malades est très, très altérée. Alors, dans les risques, ils risquent de tomber, ils risquent d'avoir des accidents de la route, ils font plus d'encéphalopathie plus tard et leur survie est moins bonne quand ils font de l'encéphalopathie minime. Mais comme on ne sait pas la diagnostiquer, forcément, on n'avance pas beaucoup. Quand on interroge les familles, et ça c'est important, en fait le malade il vous dit, ou surtout la famille vous dit, et ça c'est très important d'interroger les dents, qui fait plus ses comptes par exemple, alors qu'il les faisait avant. Mais c'est pas grave parce que l'épouse elle les fait les comptes, donc c'est pas très très grave. Mais quand même il fait plus ses comptes. Avant c'est lui qui faisait la déclaration d'impôt. Je vous donne quelques exemples de consultes. Puis là maintenant c'est plus lui, mais bon il est fatigué, puis moi je le fais, puis c'est pas très grave. Alors la lecture, les malades qui lisent, qui sont cultivés, c'est très difficile d'évaluer ça. Par exemple, moi j'ai un malade, il arrive dans la salle d'attente. Et puis il dit, voilà. Puis finalement, il est arrivé tout seul. Donc déjà, le malade qui arrive tout seul à cette consultation, c'est qu'il a lu, etc., qu'il s'est renseigné, surtout que c'était il y a 1 an ou 2. Et il arrive en face de nous, il nous dit, moi, vous voyez. Alors il avait la critique de la raison pure de Kant. Il dit, moi, ce livre-là, je le lisais en 1 nuit. Maintenant, il me faut 3 jours. Je ne peux plus exister. C'est plus possible. Ma vie est terrible. Alors évidemment, vous imaginez bien, que quand il arrive devant des gens pour dire ça, personne ne l'écoute, forcément. Mais lui, il se sent très, 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 très diminué. C'est des malades qui ne répondent pas forcément aux questions, mais qui regardent leur accompagnant, en fait. Ils sont accompagnés, généralement. Et puis, ils regardent leur accompagnant pour que l'accompagnant réponde. Et puis, la question classique, c'est « Est-ce que vous avez eu des accidents de la route récemment ?» Ah non, 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 la conduite, ça se passe bien, très bien. Comment ça, très bien? Tu as eu 3 accidents en 3 mois, ça fait 3 fois qu'on fait réparer la voiture. Et ça, c'est pas une conjugopathie, c'est des malades, en fait, si on leur fait le line tracing test, qui vont avoir des erreurs, et puis c'est un signe d'encéphalopathie. Alors, on ne va pas dire que tous les gens qui ont des accidents sont encéphalopathes non plus, mais globalement, c'est des petits signes qui doivent alerter.
Troubles du sommeil, vous l'avez dit, et ça c'est tout à fait vrai, hein, l'inversion du rythme nectéméral, les gens à qui on file des benzos, les réveils fréquents, alors ça c'est totalement typique, et on passe complètement à côté, et puis facilement, nous-mêmes dans une consultation où on est débordé, on va prescrire un somnifère, hein, faut pas se mentir. Il faut surtout pas faire ça, mais moi je l'ai déjà fait avant, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Bon voilà, je vous raconte cette histoire d'une dame de 57 ans parce qu'elle est très très édifiante. C'est une infirmière qui est adressée par son hépatologue, qui est un hépatologue de CHU, à notre consultation pour suspicion d'encéphalopathie minime. Donc quelqu'un qui était déjà un petit peu au courant du sujet, et elle est accompagnée par son époux. Donc en fait, elle a une cirrhose liée au virus de l'hépatite C, qui était non compliquée jusqu'à maintenant. Elle n'a jamais fait de CHC, jamais d'hémorragie, jamais d'infection, fonction hépatique strictement normale, on l'a tous, hein, voilà. Guérison du virus de l'hépatite C en 2014, parfait. Et donc elle pense que sa vie va être très très bien, elle a une fonction hépatique normale, aucun antécédent, et elle pense qu'elle est sauvée. Enfin d'ailleurs, effectivement, elle a guéri et c'est super. Le problème, c'est que là, elle se plaint de troubles de concentration et qu'elle a consulté de multiples médecins, dont des neurologues. Et en fait, à chaque fois, elle a un examen neuronormal, elle a même eu un scanner cérébral qui est strictement normal. Et ses symptômes, c'est des baisses de performance dans des jeux de stratégie comme le Scrabble ou les échecs. Et donc elle dit, moi voilà, je battais l'ordi tout le temps. Et puis là, maintenant, je ne bats plus l'ordi, puis en plus, je ne bats plus mes enfants. Et ça, c'est un problème. Donc, par exemple, avant, j'avais 300 points, puis là, j'en ai 120, et eux, ils ont 140. Et mon mari, heureusement, est derrière moi, mais pas loin. Hein. Et donc, moi, je ne suis pas bien. Et donc, elle est inquiète pour son travail parce qu'elle manipule des stupéfiants, et elle fait attention aux doses de stupéfiants. Donc, c'est embêtant. Donc, forcément, elle vient nous voir, et elle est très, très inquiète, et elle dit, je ne sais pas ce que j'ai, mais si j'ai une encéphalopathie et que vous pouvez me traiter, eh bien, c'est tant mieux. Ça tombe bien parce qu'il y a des traitements. Et donc, elle est complètement perdue. Alors ça souligne aussi que c'est très difficile pour des gens qu'on appelle vulgairement des cols blancs, donc qui sont à haut niveau socio-intellectuel, de faire le diagnostic, parce que forcément leurs troubles ne vous apparaissent pas comme des troubles très importants. Et puis les autres, eh bien, aussi minimisent leurs troubles et cachent leurs troubles parce qu'ils ont honte finalement. Et donc c'est très difficile, c'est comme dans les pathologies psychiatriques, c'est très très difficile d'appréhender ça. C'est des consultations qui sont longues, on est plus dans l'écoute que ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude dans une spécialité médicale qui n'est pas la psychiatrie. Alors, il y a des diagnostics différentiels aussi, évidemment, et vous l'avez cité tout de suite, hein, les troubles psychiatriques ou psychologiques, l'anxiété, la dépression, c'est un gros diagnostic différentiel, et évidemment, toutes les dépressions ne sont pas des encéphalopathies minimes, donc c'est compliqué. Il y a aussi d'autres pathologies neurologiques, des problèmes de comorbidité, donc c'est pas si simple. Et puis enfin, il y a des gens qui prennent des médicaments, notamment des psychotropes, qui peuvent aussi donner un ralentissement psychomoteur, et ça, c'est pas de l'encéphalopathie. Donc du coup, il y a pas mal de diagnostics différentiels. Donc comment on fait pour faire le diagnostic ? On a tout ça à notre disposition, mais en fait pas du tout à notre disposition. C'est ce qu'il y a dans les textbooks et les recommandations, mais en fait on ne les a pas. Donc ça, c'est les tests psychométriques qu'on pourrait vous faire, qu'on pourrait avoir. On pourrait télécharger cette appli-là, mais ça dure 3/4 d'heure. Et puis en plus, pour celui-là qui est la référence, il n'est pas validé en français pour l'instant, et il n'y a pas de norme en français. Mais ça, c'est les tests psychométriques. L'ammoniémie, c'est le dosage de l'ammoniac, dont je vous ai dit que c'était important. On la fait quasiment jamais. Et ça, pour moi, c'est très, très accessible à tout le monde, même en ville. Et c'est une bonne façon d'orienter vers le diagnostic, c'est-à-dire si elle est normale de se dire que ce n'est pas de l'encéphalopathie minime, donc de faire un tri. Et ça, je pense que c'est important. Les tests neurophysiologiques, l'électroencéphalogramme, ça, le CFF, c'est en fait une espèce d'appareil avec des lunettes où on voit une lumière rouge qui est continue puis qui se met à scintiller, et donc on clique quand elle scintille, et donc ça mesure des capacités en fait exécutives. Et puis l'IRM dans des centres très spécialisés comme le nôtre, mais qui n'est évidemment pas disponible partout. Évidemment, surtout que c'est de l'IRM multimodal avec spectroscopie, donc une IRM très particulière. Donc globalement, ceux-là, comme je vous ai dit, on ne les a pas vraiment. Et qu'est-ce qui nous reste ? L'ammoniémie, qui est bien à mon avis et qui devrait être faite très régulièrement pour les malades chez qui on a un doute. L'électroencéphalogramme, si vous arrivez à y avoir accès, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis l'IRM, pas pour l'instant, et juste pour de la recherche ou alors pour nos malades parce qu'on a un accès préférentiel. Donc globalement, pour cette dame, elle prenait aucun traitement et puis elle n'était pas déprimée vraiment. Elle avait une anxiété qui était liée à la situation actuelle et elle décrivait très bien. Avant, ça allait très bien, j'ai guéri, j'étais contente. Et puis là, ça m'angoisse. J'ai vraiment peur de me tromper dans les doses de morphinique, quoi. Vraiment, donc elle était angoissée. Mais moi, je n'ai pas diagnostiqué de dépression et sinon, j'envoie toujours les malades voir un psychiatre. Hein. Elle avait eu les tests qui étaient pathologiques et notamment l'ammoniémie qui était à 89. Et donc ça, c'est important parce que vous voyez les tests qui ne sont pas très faisables là en pratique clinique, ils étaient pathologiques. Mais même si on ne les avait pas faits, elle avait une ammoniémie élevée. Un électroencéphalogramme qui était normal, bon.
Et puis, on a fait du coup une IRM avec Spectro qui montrait un aspect typique, mais ça, vous ne l'aurez pas en pratique courante, avec une hypertrophie des bipalidomes. Et puis, la spectroscopie, on mesure l'activité métabolique du cerveau à plusieurs endroits. Et donc, on voyait un empattement de glutamine ici, donc d'ammoniac. Donc, ça, c'est typique. Mais bon, tout le monde n'a pas ça à disposition. Mais cela dit, je vous fais remarquer qu'en consultation de vie, il avait quand même l'ammoniémie pour cette dame. Du coup, on a suspecté le diagnostic d'encéphalopathie minimale. Alors, une fois qu'on en est là, comment on prend en charge l'encéphalopathie ? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des traitements. Alors, le premier traitement, c'est d'enlever les médicaments qui ne font pas du bien. Si c'est une encéphalopathie clinique, de traiter l'hémorragie, l'infection, bref, mais ce n'est pas tellement ces gens-là dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, pour les autres, il y a le traitement hypoammoniémiant. Et là, on en a 2 à disposition, qui sont le lactulose et la rifaximine. Le lactulose, c'est le Dufalac. Et la rifaximine est en vente maintenant. Ça s'appelle le Tixstar, mais pour l'instant, il est encore disponible qu'à la pharmacie de l'hôpital. Ils sont en train de négocier le prix. Mais voilà, qui arrive là. Et puis, d'autres médicaments, il y en a plein qui sont en cours de développement. Et puis, je vous ai mis ici sur cette plaque, en fait, tout ce qu'on pouvait avoir pour les épisodes d'encéphalopathie, la prophylaxie secondaire. Vous ne retenez pas ça. Mais globalement, ce que vous pouvez voir, c'est que pour l'instant, rien n'est validé pour l'encéphalopathie minimale, mais que nous, on les donne quand même quand il y a une hyperammoniémie. Et donc, on ne s'est pas gêné pour traiter cette dame. Donc, on l'a traitée par rifaximine. Elle s'est améliorée en 3 semaines. Le Scrabble, c'est devenu bon. Elle l'a comparé à l'ordinateur. Elle avait complètement récupéré. Elle a dit qu'elle n'avait plus d'anxiété, notamment au travail. Et puis, en quelques mois, elle a normalisé son ammoniémie et sa spectro. Mais simplement parce qu'on lui a donné un traitement hypoammoniémiant. Voilà. Nous, à notre consultation, on a démarré en 2013. On a 150 patients par an qui nous sont adressés pour rechercher l'encéphalopathie minimale de façon de plus en plus spécifique. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, les gens ne faisaient jamais l'ammoniémie. Puis maintenant qu'on communique dessus, ils la font avant de nous adresser les malades. Et la prévalence, elle est supérieure à 50%. Chez des malades cirrhotiques, que ce soit le virus ou pas le virus, mais le virus, oui, qui ont des comorbidités ou pas, et qui peuvent avoir un virus guéri et juste une cirrhose. Donc ça, c'est très important de retenir ça. Voilà. Et aussi une autre chose, mais qu'on a dû vous dire dans la journée, c'est on peut ne pas avoir de cirrhose quand on est guéri du virus, et puis avoir des comorbidités qui se rajoutent parce qu'on vieillit, on boit tous un petit peu, on devient gros, on a un diabète, et donc développer de la fibrose et de la cirrhose qui peut être inaperçue, et on peut développer cette complication. Alors après, il faut avoir des symptômes pour venir consulter. Sinon, effectivement, si on va très bien et qu'on n'a aucune gêne, c'est pas la peine de venir consulter, mais c'est probablement assez fréquent. Et donc, en conclusion, je pense que l'encéphalopathie, c'est un problème fréquent et préoccupant et qui est pour l'instant très sous-évalué. Que c'est complexe, qu'il y a de multiples facteurs confondants et diagnostics différentiels, donc on a un grand chemin à faire, qu'il y a des traitements. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et il y en aura d'autres encore plus efficaces. Qu'il faut intensifier le dépistage des patients, mais là, pour l'instant, on manque vraiment d'argent, parce qu'en fait, notre objectif à nous, c'est de faire des tests très simples pour éliminer l'encéphalopathie en consultation comme ça, et puis ensuite, ceux où on a un doute, on les reçoit en consultation spécialisée. Et puis au moins d'avoir un petit truc pour diriger les malades, au moins pour éliminer ceux qui n'en ont pas. Et pour l'instant, on n'a pas, et puis il faudrait de l'argent pour faire cette recherche, on n'a pas beaucoup de soutien de l'industrie pour l'instant. Et puis en plus, il faut, et ça c'est probablement le plus important, il faut absolument mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique pour les malades, pour les aidants, pour qu'ils reconnaissent les signes, qu'ils nous adressent les malades et qu'on puisse démarrer un traitement. Parce que quand le traitement marche, franchement, c'est des satisfactions pour les médecins, pour les aidants, pour les malades. Et puis voilà, et ce n'est pas des traitements qui sont difficiles d'accès pour l'instant. Enfin, encore maintenant, même maintenant. Voilà, je vous remercie de notre attention. Ça, c'est les gens qui travaillent avec nous. Voilà, merci beaucoup. Et c'est des traitements qui ne sont pas chers. En plus, le lactulose, c'est pas cher. Il faut se faire subventionner par lactulose. Mais ça ne marche pas à tous les coups, il y en a d'autres qui vont arriver. Mais c'est déjà pas mal de commencer. Ouais. Je me faisais la réflexion en vous écoutant qu'on est à la même révolution qu'il y a quelques années en arrière avec l'Alzheimer. On a commencé à dire les souffrants, on ne s'est pas posé de diagnostic, les souffrants s'épuisent, les accompagnants s'épuisent et souffrent. Il faut aussi les écouter, il faut mettre en place des structures spécifiques d'accompagnement multidisciplinaire. On a l'impression de réentendre la même chose. Complètement, et avec en plus, le truc en plus, c'est que ces malades vieillissent et peuvent aussi développer un Alzheimer, et ça je ne l'ai pas dit, mais c'est un diagnostic différentiel. Mais en tout cas, la prise en charge sera la même, et d'ailleurs, on commence, quand on fait des sympos sur l'encéphalopathie, à inviter des gens qui prennent en charge des maladies d'Alzheimer pour qu'ils nous montrent, en fait. Alors, moi, j'attire votre attention là-dessus, parce que je remets ma casquette à faire de l'addicto. On a des malades alcooliques avec des cirrhoses alcooliques qui sont
qui masquent des encéphalopathies minimes derrière. Et quand on les fait arrêter de boire, les psychiatres nous disent mais attends, il n'est pas accessible à la psychothérapie parce qu'il ne comprend rien, il est ralenti, il est grillé au niveau cérébral. Et bon nombre de patients qu'on ne va pas pouvoir accompagner dans le sevrage alcoolique et qui vont parfois reboire, c'était juste, on n'est pas allé au bout de la démarche diagnostique et c'était une encéphalopathie hépatique qu'on n'a pas pris en charge. Et je pense que aussi en addictologie, il y a un énorme boulot à faire de faire connaître cette pathologie. Oui, très probablement, oui. Comme les gens qui ne prennent pas leur traitement, même là j'en ai eu un récemment avec des DAA en fait, et qui ne prennent pas leur traitement, et bah oui, ils ne prennent pas leur traitement, parce qu'en fait, l'encéphalopathe, il faut bien se dire, ne prend pas son traitement, par définition. Il le prend de façon épisodique. Donc à la pharmacie, moi, quand j'ai commencé à prescrire du Ticstar, ils disaient non mais les malades de Dominique Tabu, de toute façon, ils viennent jamais chercher leur traitement, donc c'est des malades, enfin c'est n'importe quoi. Je dis non mais c'est leur maladie en fait, c'est pour ça qu'ils viennent pas, c'est comme les Alzheimer. Donc il faut les accompagner. Et donc là, on va équiper cette activité, on va demander beaucoup de sous, parce que là, on fait vraiment ça à la papa pour l'instant. Et l'année prochaine, en 2017, je me suis dit c'est un des objectifs de demander un maximum de sous pour vraiment équiper l'activité, quoi. Est-ce que vous êtes, enfin je parle au nom de l'équipe des SOS Hépatite, il devrait, au minimum, il devrait y avoir au moins un centre dans chaque région expert. Est-ce que pour vous, c'est des centres d'experts, justement, en termes de RCP, des pathos, qui devraient s'approprier toute cette question-là et recevoir ce type de patients ? Alors, des somaticiens de façon certaine, des hépatologues ou des infectiologues qui font de la cirrhose, mais enfin, voilà, quand même, qui sont à tonalité très hépato, ou des internistes qui font. Les neurologues, moi je travaille beaucoup maintenant avec les neurologues. Quand c'est pas une pathologie vraiment du neurone, c'est un peu compliqué de les attacher à ça. La seule chose, c'est que là, on est en train de découvrir qu'il y a des anomalies de la myéline. Donc peut-être qu'ils vont revenir à cette pathologie dans quelques années. Mais là, pour l'instant, oui, globalement, des hépatos, puis des associations de malades. On a besoin d'être aidés aussi là-dedans, hein, de diffuser des questionnaires, des programmes d'éducation. On sera là. Merci pour ton topo, Dominique. Moi, j'ai une question sur l'ammoniémie et qui se rapproche un petit peu de ce que disait Pascal sur la dicto. Un de nos soucis, c'est effectivement ces malades qui viennent pour un sevrage, qui ne sont pas forcément toujours cirrhotiques, pour lesquels on va évoquer des troubles cognitifs qui vont être liés à l'alcool. Des problèmes de remédiation cognitive qui se discutent actuellement. Finalement, c'est essentiel, comme tu disais Pascal, de savoir si effectivement c'est pas entre guillemets simplement une encéphalopathie à minima et que finalement, si on traite cette encéphalopathie, on va faire régresser les troubles cognitifs et permettre l'accès à la prise en charge addictologique. Et dans ce cadre-là, est-ce que l'ammoniémie est un bon test? C'est-à-dire que ce patient-là qui rentre pour un sevrage, s'il a une ammoniémie normale, on peut considérer qu'il n'est pas encéphalopathe? En première approximation, oui. La seule chose, c'est que moi, je fais plusieurs fois l'ammoniémie pour me rendre compte. Mais en première approximation, c'est surtout si elle est limite sub de la normale, ça, c'est pas normal, tu vois. Et puis, parfois, il y a des malades qui ont des ammoniémies qui sont normales plusieurs fois, dont on est convaincu que c'est de l'encéphalopathie. Mais bon, ça, vraiment, on arrive là et on fait une spectro. Mais je crois qu'en première approximation, ce serait très bien. Ce serait très bien. Parce que le risque, c'est qu'on va leur mettre des benzodiazépines pendant leur sevrage à forte dose. Et ça va... Après, si ça marche, la plupart du temps, vous n'avez jamais eu besoin de l'ammoniémie. Les malades qui n'ont pas de cirrhose, il ne faut peut-être pas exagérer. Voilà, il faut juste... Bravo. Passionnant. J'ai été impressionné par l'évolution de ta malade. L'hépatite C, cirrhose, encéphalopathie, traitement et l'amélioration. Alors, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas sûr qu'il y ait la réponse, mais il y a peut-être des travaux à initier. Le virus de l'hépatite C ou l'inflammation associée au virus de l'hépatite C peut entraîner des dégâts cérébraux. Et une dernière publication indique des troubles de la conduction dopaminergique. Il faudrait vérifier ça. Parkinson. Voilà. Bien sûr. Quel est le degré, je pose la question, je ne crois pas qu'on ait la réponse, de réversibilité de ces lésions-là, tu vois, après le traitement et la guérison de l'infection et de l'inflammation. Autrement dit, tu déclinais elle pourrait avoir des lésions de son cerveau induites par l'hépatite C, qui n'auraient pas été réversées par la guérison. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Alors, la démonstration est apportée, je pense, par l'efficacité du traitement. Mais c'est peut-être c'est un champ d'investigation de regarder si effectivement il y a des lésions du cerveau induites par ces inflammations. Et qu'est-ce qu'elles deviennent, ces lésions-là, après? Est-ce qu'elles sont toutes réversibles? Voilà.
Alors oui, mais merci beaucoup de cette question parce que c'est une clarification. Moi au début quand j'ai vu que je venais parler ici, je pensais que je parlais de ça, puis en fait je me suis dit non, c'est de l'encéphalopathie. Alors ce dont vous parlez, c'est complètement différent de l'encéphalopathie, ça peut y être associé, mais c'est des malades qui n'ont pas de cirrhose, mais qui ont des troubles neurologiques et neurocognitifs liés à l'hépatite C, ou peut-être même à l'hépatite B d'ailleurs, et au VIH souvent aussi. Mais donc ça, c'est un autre champ, et comme vous l'avez très bien dit, on ne sait pas bien si c'est le virus, on trouve du virus d'hépatite C dans les astrocytes, dans la microglie, pas dans le neurone, ou si c'est l'inflammation tout simplement, et la microglie pourrait évoquer ça. Et dans ces cas-là, on a très peu d'études. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il y a une manifestation extra-hépatique qui est l'asthénie, qui diminue après traitement. Ça s'est montré depuis longtemps, mais c'est la seule chose qui est montrée. Pour ce qui est de la qualité de vie aussi, maintenant, ça commence à être montré, mais quand on regarde les choses de façon un peu plus fine, on ne sait pas. Du coup, nous, ce qu'on a commencé là, en fait, en novembre, tous les malades chez qui on commence un traitement par DA et qui acceptent, en fait, on leur fait une évaluation neuropsychologique, plus une IRM multimodale, avant et après, et puis on aura peut-être la réponse. Mais Atfal, il a essayé de faire ça, en fait, en IRM multimodale, et il a trouvé des résultats complètement discordants sur 2 séries de malades, et du coup, il n'en a pas tiré grand-chose pour l'instant, et il travaille dessus aussi. Donc c'est compliqué. Je pense que là encore, il ne faut pas se satisfaire d'un examen qui est l'IRM multimodale, mais avoir la collaboration du neurologue, dont la patte est quand même indispensable, et c'est ça qui nous manque, en fait, que les neurologues s'y intéressent. Mais effectivement, c'est un autre champ complètement différent, mais très intéressant aussi. Moi, merci pour cette présentation. Moi, je suis un patient qui a été porteur d'une hépatite C chronique, qui a bénéficié des anciens traitements, interférons et autres, bithérapie pendant une année. C'est là-dessus que je voudrais revenir. Et puis, guéri depuis 2014 par les antiviraux. Aujourd'hui, je suis passé d'une fibrose F3, F4 à une fibrose minime. Et en fait, c'est plutôt un témoignage plutôt qu'une question que je voudrais poser. Ça fait aussi un peu le lien à ce qui vient d'être dit là. J'ai plein de symptômes qui ont été énumérés, comme la lecture, tous les symptômes qui ont été énumérés, le trouble du sommeil, les comportements, et qui étaient pas très présents pendant les périodes. Alors, je réponds par rapport à l'hépatite C, parce que j'avais, avant les traitements, rien de tout ça. Donc j'ai porté plus de 20 ans mon hépatite. Par contre, pendant la phase de traitement biétrithérapie pendant une année, arrivé au 6e, 7e mois, ça a été très sournois, j'ai eu un basculement et j'ai retrouvé tous ces symptômes-là. Plus de lecture, plus de vie sociale, vivre la nuit, plus le jour, avec des symptômes, je dirais, d'ordre hypersensibilité et des migraines, des grosses migraines que j'ai encore aujourd'hui. Et je fais le lien avec le neurologue, puisqu'en fait, in fine, j'ai terminé chez un neurologue pour essayer de traiter la migraine. Et depuis 2014, en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que petit à petit, aujourd'hui, j'ai repris la lecture. Je peux lire, donc je réponds un petit peu à la question subversive, parce qu'on peut revenir en arrière. Je refais du sport, chose que je faisais beaucoup, je faisais énormément de sport. Je reprends des activités. Mon boulot, mon job, c'était la gestion de projet. Je refais à nouveau du projet dans le monde associatif. Et entre guillemets, je retrouve une normalité en fait, dans mon mode de fonctionnement, à la fois sur l'aspect social, familial et professionnel. Donc c'est surtout ce forme de témoignage-là. Je me dis peut-être qu'il y aurait une piste sur sur un formulaire de questions ouvertes, sur les anciens comme moi, qui ont effectivement eu cette expérience et ce cheminement de vie à travers la maladie et l'hépatite, en forme de témoignage qui pourrait peut-être avoir un écho en fonction de la recherche qui est faite actuellement. Ça, c'est très... Alors, je vous remercie de votre témoignage, et puis tant mieux que ça aille mieux, et ça, c'est très intéressant, et c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire, effectivement, avec vous, à savoir faire une enquête un petit peu comme ça, et voir les gens qui ont été traités, qu'est-ce qu'ils avaient avant, et voilà, sur du déclaratif comme ça. Alors vous, là, dans votre cas, on ne peut pas savoir si c'est le fait d'avoir été F3, F4 ou alors d'avoir guéri le virus, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va mieux, et que donc ça, c'est très très bien. Je pense que beaucoup de gens, en plus, ne disent pas leur plainte, et que du coup, sur du déclaratif comme ça, anonyme, ça pourrait être tout à fait intéressant de faire ça. Alors il y a des gens à Strasbourg qui travaillent un petit peu là-dessus, mais avec des évaluations neuropsy. Il y a d'autres personnes qui le font, mais alors avec un questionnaire tout à fait adapté. Comme il y en a, et comme ça vient d'être développé d'ailleurs en France, sur l'hépatite C et la qualité de vie, je pense que ce serait tout à fait bien de faire ça en accent. Alors il y a un truc dont je n'ai pas parlé aussi, c'est il y a le sommeil, il y a la fatigue, il y a l'activité sexuelle, il y a l'activité professionnelle, et ça c'est des choses dont les gens ne parlent pas volontiers. Merci beaucoup.